Ok, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ingénieurs et scientifiques de France. C'est une association qui fédère les associations d'anciens des 205 écoles françaises. Une de nos actions principales, c'est effectivement de faire la promotion des métiers de l'ingénieur et du scientifique auprès des collégiens et des lycéens. Dans la mesure où on connaît bien le diplôme d'ingénieur, mais il y a une telle variété de métiers qu'ils ne sont pas très connus et qu'on souhaite aider les jeunes à percevoir la variété de ces métiers. Alors, nous allons démarrer par une petite vidéo qui illustre la variété des métiers et des activités. Après, on déroulera donc une présentation. Si vous avez des questions, vous les posez, on répondra à la fin. Ça marche pas. Pourquoi ça part pas? Voilà, donc premier problème, la vidéo ne se lance pas. Donc ça va, c'est parti. Je vous laisse avancer peut-être sur la présentation, je monte vous aider. Oui, ouais. Mais continue, puis on repassera la vidéo après. On repassera la vidéo après. Alors, donc, les thèmes que nous allons aborder, c'est ingénieur qui es-tu? Là, on va parler de vous. C'est quel goût, quel type de talent faut-il avoir pour exercer ce type de métier? Que fais-tu? C'est la variété des métiers. On fera les différences entre la variété des métiers et des fonctions et la variété des activités. C'est totalement différent. Où es-tu? Dans quel type d'entreprise? Dans quel type d'organisation, etc. On parlera des secteurs porteurs, alors avec toutes les réserves qu'on peut avoir à une vision à 5 ou 10 ans. On parlera ensuite des filières de formation, ça c'est très concret pour vous orienter, pour nourrir votre réflexion. Quelle orientation en fonction de savoir si vous êtes au collège, au lycée, ou voilà, ou vous avez déjà commencé des études supérieures. Et on terminera par du très concret sur l'emploi et les salaires. Alors, ingénieur, qui es-tu? Je suis créatif. Je ne vous explique pas créatif, mais ça me donne l'occasion de vous dire que dans le métier d'ingénieur, il ne faut pas hésiter à changer d'environnement. Changer d'environnement, c'est changer de région, mais c'est changer de contexte culturel, c'est changer de pays. Tous les éléments extérieurs, toutes les questions que vous allez vous poser suite à ce changement, eh bien, seront des moteurs de la créativité. On essaye de revenir pour... On va passer à la slide de la vidéo. Voilà. Excusez-moi, désolé, nous ne pouvons pas lire le fichier multimédia. C'est les aléas du direct. Oui. Ouais. Ah, tu. Il y a du direct, j'ai oublié de partager un audio. Vous l'aviez fait tout à l'heure, ça. Mais... Alors. Et ici. Non, il ne veut pas voir la source vidéo. Est-ce que la source vidéo, vous le voyez ailleurs ou pas? on l'a vu tout à l'heure. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous laisser continuer à prolonger la présentation. Moi, je vais prendre votre clé USB et je vais aller sur mon poste. Je dois la voir ailleurs. Je t'ai peut-être là-dessus, la source vidéo. Je vais... Vous voulez qu'on... Je viens avec vous? Oui. On va faire de suite. Je vais aller faire à partir de mon poste. Je vous laisse poursuivre la présentation. Ok. Faut que je vienne avec vous pour vous montrer. Okay. Je vous laisse juste reprendre les masques. Oui, bien sûr. Donc, ingénieur qui es-tu? Je suis créatif, on vient de voir ça. Je suis curieux.
Ça veut dire que les questions sont plus importantes que les réponses. Le questionnement est quelque chose de fondamental. Pourquoi, comment? Voilà comment on se comporte un ingénieur. Vous voyez, je ne vous parle pas de technique, là, je vous parle de vous et de vos aspirations. Quand vous faites une expérience scientifique et que cette expérience scientifique échoue, ou que vous faites du bricolage et que ça ne marche pas, c'est formidable parce que vous allez vous poser plein de questions pour essayer de le faire marcher. Donc c'est ça la démarche qu'on attend de vous. Je suis dynamique. Ça veut dire que j'aime résoudre les problèmes. Mais un ingénieur, c'est quelqu'un qui travaille dans le temps long. Tout simplement parce qu'un projet, ça prend plusieurs années. Et donc, ça demande la nécessité de prévoir et d'organiser et de prévoir, de séquencer les étapes futures. Mais il y a une deuxième chose, c'est que vous savez bien, dans la vie réelle, ben, ça ne se passe jamais, en tout cas pas toujours, comme prévu. Et donc, il faut avoir la capacité d'adaptation, il faut avoir une certaine agilité pour s'adapter à la situation. Alors, l'ingénieur travaille en équipe. Il ne travaille pas seul, il travaille avec d'autres techniciens, il travaille avec d'autres ingénieurs, mais d'une façon générale, il travaille avec des partenaires, il travaille aussi avec des fournisseurs, il travaille avec des clients. Donc, il a énormément de connexions. Alors, qu'on comprenne bien, le concept de fournisseur et de client, ça peut être des vrais fournisseurs de l'entreprise et des vrais clients de l'entreprise, mais quand l'entreprise est grosse, et même dans les petites d'ailleurs, une fois que vous avez terminé votre travail, il y a quelqu'un qui va l'utiliser, votre travail dans l'entreprise, et donc ce n'est qu'un client. Donc il faut avoir les capacités de dialogue, de communication avec tous ces gens. Mais souvent, il sera aussi l'animateur de l'équipe. Alors ça, c'est totalement différent. Animer l'équipe, c'est arriver à fixer des objectifs, faire partager les objectifs, faire partager l'envie de réussir, mais c'est aussi la capacité d'écoute, la capacité de régler des conflits, etc. Voilà le travail de l'ingénieur. Aussi, travailler en solo. Alors ça, vous le faites quand à l'école. Vous travaillez en solo dans une situation un peu particulière dans laquelle votre professeur vous renvoie votre effet miroir. Hein. Votre professeur, il est là pour vous montrer ce que vous faites bien, vous faites moins bien, etc. Dans l'entreprise, ça se passe un peu différemment. Il faudra, après votre travail en solo, qui ressemble à ce que vous avez fait à l'école, hein, vous êtes devant un PC, ou vous êtes en train de rédiger un rapport, ou de prévoir une présentation, etc. Il faudra après la vendre et la communiquer à l'ensemble de l'environnement, ce qui est moins vrai à l'école. Voyager. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas tout à fait le bon moment de parler des voyages. Néanmoins, il faut bien comprendre. Pourquoi voyager? Ben, vous êtes animateur de l'équipe. Il va falloir donc faire travailler avec l'ensemble des gens de l'équipe. Qu'est-ce qui caractérise une équipe? Ben, c'est la confiance qu'ont les membres entre eux. On ne fait pas d'équipe si les gens n'ont pas confiance entre eux. Donc, l'équipe, elle peut être à la fois des gens qui sont très proches, mais aussi des gens qui sont éloignés. L'équipe, c'est même le concept de réseau au sens large du terme, et il faudra intégrer les gens dans le réseau, intégrer les gens dans l'équipe. Pour ça, il faudra partager avec eux de l'humain, de la confiance, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a nécessité de voyage. Travailler dans un contexte international, c'est simplement, je dirais, l'aspect des langues, puisque pour échanger dans le monde, il faut au moins partager une langue, qui est l'anglais, et puis par ailleurs, à l'ouverture d'esprit. Alors, mener des projets jusqu'au bout. Un projet, c'est toujours long et difficile, mais surtout qu'il y a des étapes qui sont plus difficiles que d'autres. C'est vrai que quand on intègre une nouvelle technologie, c'est la première fois qu'on le fait, et donc en général, il y a des difficultés particulières, et donc il faudra être tenace pour pouvoir surmonter toutes ces difficultés. Dernier point, vivre avec mon temps. Ben, ça veut dire que l'ingénieur, il doit aimer la technologie. Il est plutôt technophile que technophobe. Alors vous voyez, quand on vous présente tous ces éléments-là, ça peut vous paraître bizarre que nous parlions de ça au début, qui sont vos caractéristiques personnelles. C'est simplement pour montrer que si vous ne vous sentez pas à l'aise avec tous ces éléments-là, mais peut-être que le métier d'ingénieur n'est pas pour vous. Ce n'est pas un guide de comportement, vous avez tout à fait le droit de n'aimer aucun de ces éléments. Mais notre expérience, c'est de dire, et c'est différent du diplôme, parce que le diplôme, c'est un diplôme, comme tous les diplômes, c'est-à-dire ça demande des qualités intellectuelles, etc., plein de choses, mais ce n'est pas la vraie vie. Et donc, si vous n'aimez pas ça, peut-être que le métier d'ingénieur n'est pas pour vous. Alors,
je possède des connaissances scientifiques et techniques. Vous allez me dire, ça, je m'en doutais, c'est pas caractéristique. Qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, compte tenu de notre expérience? C'est de dire, la spécialité que vous allez choisir, elle n'est pas très importante. Pourquoi? Parce que dans la dernière année, vous allez apprendre des choses très précises, qui sont des nouvelles technologies, etc. Mais votre rôle, votre métier, c'est de faire en sorte que 5 ans après, 10 ans après, eh bien, ça soit quelque chose d'autre. Les technologies évoluent vite, voire très vite. Et donc, ce qu'on va attendre de vous, c'est votre capacité à apprendre. Il faudra apprendre toute votre vie. Apprendre toute votre vie dans les technologies, apprendre la technologie que vous aurez inventée, que les autres, votre collègue aura inventée, mais aussi apprendre plein de choses en dehors qui seront propres à votre métier, à votre activité. Par ailleurs, vous avez besoin de connaissances économiques, sociales et humaines. On a parlé de votre capacité d'animation, donc il faudra comprendre les hommes et les femmes. Vous aurez des relations sociales dans l'animation de l'équipe, vous aurez des relations sociales dans l'entreprise, et puis sur le plan économique, eh bien, vous, en tant qu'ingénieur, vous serez cadre, vous serez éventuellement cadre supérieur, voire cadre dirigeant, et vous aurez apporté l'économie de l'entreprise. Alors, ce qui caractérise l'ingénieur, c'est effectivement une personne qui repose sur 2 pieds, et c'est différent de gens qui vont à l'université. C'est qu'il y a un pied qui est connaissance scientifique et technique et l'autre pied économique, social et humaine. Jointe à une solide culture générale parce que vous avez entendu parler, les jeunes, de la mondialisation, mais en fait c'est pire que vous ne le pensez, c'est-à-dire que tout est tout à fait segmenté et donc il n'y a pas un fournisseur, vous n'êtes pas une entreprise qui n'a pas un fournisseur qui est à l'extérieur de votre environnement proche et donc vous avez besoin de comprendre vos clients et vos fournisseurs et donc les comprendre dans le cadre de leur culture. Alors, on peut enchaîner sur la vidéo si elle est prête. Donc, je reviens sur la vidéo, moi. Là. Non. Chaque jour, nous avançons avec l'idée que demain ne sera pas comme hier, qu'il sera forcément nouveau, qu'il dépendra principalement de nous. Demain est moins à découvrir qu'à inventer. Et inventer demain, c'est entrevoir chaque jour de nouvelles perspectives. C'est renverser les modèles et casser les codes. C'est confronter les visions. C'est remettre en question et innover. C'est se sentir libre d'oser. Et c'est miser sur le collectif, sur les différences et sur chaque richesse. Inventons un avenir où tout semble possible. Transformons nos rêves en projets. Façonnons les objets, mais surtout le destin des hommes. Développons le sens de l'humain. Pour que demain soit optimiste, persévérant, intense et audacieux. Un type sur un chantier. Non, quelqu'un derrière un ordinateur. Un chercheur dans un laboratoire. Pour beaucoup, le métier d'ingénieur est un peu flou.
avec parfois des équations encore plus floues. Mais ingénieur, c'est quoi exactement? C'est un homme ou une femme? En tout cas sur notre planète. C'est quelqu'un qui apporte des solutions aux besoins du quotidien, et bien plus encore. L'ingénieur innove et entreprend, invente et fabrique pour faciliter notre vie d'aujourd'hui et concevoir celle de demain. C'est quelqu'un dont la curiosité donne parfois peu de répit la nuit, pour tout de même ouvrir la porte à de nouveaux défis chaque matin. L'ingénieur s'attaque à des projets de nature technique pour aller de A à B, mais aussi plus loin, plus haut, plus vite, plus facilement, et emmener le monde vers de meilleurs horizons. Un ingénieur apporte toutes ses capacités à une palette extrêmement diverse de métiers. Ma mission, c'est innover et améliorer des tissus à usage technique. Par exemple, pour les airbags. C'est un métier qui demande à être à l'affût des nouveautés technologiques pour rester compétitif. Isabelle a des connaissances scientifiques, mais surtout beaucoup de curiosité et de patience. Je suis parfois amenée à travailler sur des sujets qui nécessitent des temps de développement très importants. J'analyse les risques qui sont encourus par les entreprises qui sont mes clients et je leur propose des solutions personnalisées pour protéger leurs données confidentielles. Évidemment, François est très calé en informatique, mais il doit aussi être ingénieux pour proposer des solutions à ses clients et avoir une bonne plume. Je rédige des procédures de sécurité et des chartes d'utilisation pour expliquer aux salariés comment protéger leurs ordinateurs. Je suis le chef d'orchestre du chantier du bassin de stockage des eaux pluviales. Je gère la partie administrative, financière, technique et humaine. Serge est le garant du planning comme du budget et maîtrise tous les aspects techniques. C'est super de travailler sur un projet comme celui-là. Un bassin de 28 mètres de profondeur, c'est pas commun. Je suis responsable d'un atelier qui fabrique des principes actifs pour l'industrie du médicament. Je gère les commandes, les aspects techniques, la fabrication et bien entendu l'aspect humain. Fanny est une gestionnaire très organisée et attentive à la sécurité. Elle a aussi des connaissances en chimie et des qualités managériales. J'ai sous ma responsabilité 25 personnes et je suis une femme. Je travaille pour une entreprise qui installe du chauffage, de la climatisation et de la plomberie. Et mon rôle, c'est d'étudier les besoins des clients pour qu'ils aient des installations confortables et économiques et de suivre ensuite le chantier. Jean-Baptiste est incollable sur les normes et les réglementations et sait s'adapter entre ses clients et ses fournisseurs. Je réponds souvent à des appels d'offres et là aussi, la notion de développement durable est primordiale. Je m'occupe de l'approvisionnement de 40 hypermarchés pour lesquels je coordonne le transport et le stockage. Et je mets tout en œuvre pour que mes collaborateurs travaillent dans les meilleures conditions possibles. Fanny est extrêmement organisée, dynamique et sans cesse à l'écoute pour améliorer la logistique. Et pour faire plus écologique aussi. Je vends aux agriculteurs des fertilisants pour nourrir leurs sols et les plantes. Je fais un diagnostic technique, économique et agronomique de l'exploitation et je leur propose les produits adaptés. C'est du sur-mesure avec des produits innovants et bien sûr qui respectent l'environnement. Vincent a donc à la fois de fortes connaissances scientifiques et la fibre commerciale. Je prospecte aussi pour développer ma clientèle tout en fidélisant mes clients. Je suis en charge de la maintenance électrique de parcs éoliens, photovoltaïques et hydrauliques. Je planifie les interventions des techniciens d'exploitation et je gère les relations avec les gestionnaires de réseaux d'électricité. Isabelle possède une bonne expertise technique, est autonome et réactive. Je pilote beaucoup d'interventions à distance, mais pour les grosses opérations, je me déplace. J'ai exercé à peu près tous les métiers opérationnels. J'ai été vendeur, j'ai été responsable d'un gros projet informatique, j'ai managé des vendeurs, j'ai managé un plateau d'appel, j'ai managé 1 millier de techniciens, j'ai ensuite été responsable des ventes indirectes de mon entreprise, donc avec des tiers qui vendent au nom et pour le compte de notre société nos produits. J'ai enfin été directeur du marché professionnel de mon entreprise et aujourd'hui je suis au centre de l'innovation puisque je suis directeur du Technocentre d'Orange, qui est vraiment l'usine à produits et services innovants du groupe. Voilà, ingénieur, que fais-tu? Alors, le premier métier, et celui-là, je pense que pas mal de gens l'entrevoient bien, c'est le métier de concevoir.
Concevoir, ça s'appelle ingénieur d'études, ça s'appelle ingénieur de recherche et développement. Ça consiste en quoi? Concevoir, c'est apporter une solution technico-économique, on retrouve les deux pieds tout à l'heure, en réponse à un besoin. On ne fait d'ailleurs jamais de réponse technique sans avoir une contrepartie économique. Alors, vous êtes beaucoup de débutants, je dirais de l'ordre de 70 à 80% des débutants, donc des gens qui sortent de l'école, démarrent par une fonction concevoir parce que c'est là où l'école les prépare le mieux. Il y a encore des calculs, il y a plein de choses. On va vous donner une petite tranche de projet à gérer. Vous allez avoir à bien comprendre ce que vous avez à faire, passer du temps dans la compréhension de l'énoncé du problème. On vous le dit souvent à l'école, passez beaucoup de temps à lire l'énoncé plutôt que d'aller vite vers la solution. Dans la vraie vie, c'est encore pire. Parce que ce n'est pas parce qu'un cahier des charges est écrit et qu'il a une vingtaine de pages que ce qui a marqué dedans, vous allez le comprendre et que c'est totalement vrai. Donc vous allez dérouler le projet progressivement, vous allez en même temps avoir à gérer les personnes qui s'en occupent, à gérer le budget et à traiter les problèmes techniques et à reformuler et à coacher quelque part les techniciens qui sont avec vous. Premier métier de concevoir. Je peux donner un deuxième exemple de métier de concevoir. Vous pouvez devenir architecte. Alors, au sens traditionnel du mot, un architecte, c'est quelqu'un qui construit des ponts et des maisons. Mais je dirais qu'un architecte, on étend le concept en disant que c'est quelqu'un qui structure un projet. Quelle que soit la technologie, que ce soit de la mécanique, de l'électronique, du logiciel, on ne démarre jamais par dessiner un pignon ou écrire une ligne de code, mais par structurer un projet, définir des interfaces, des moyens de communication entre les modules, etc. L'architecte, ce n'est pas quelqu'un qui sort de l'école, c'est quelqu'un qui aura une expérience longue, multitechnique, qui aura donc fait un pas en arrière et qui aura une vision assez large et qui va structurer, etc. Donc, vous pouvez continuer dans le métier de la conception. Vous pouvez aussi continuer dans le métier de la conception, je donne que quelques exemples, en devenant un spécialiste d'un domaine. C'était au contraire quelqu'un qui focalise et qui sait tout de rien, c'est une exagération, mais qui devient spécialiste et qui est reconnu comme tel dans son entreprise. Dès qu'il y a un problème particulier, dès qu'il y a ce type de problème, on dit tiens, va voir un tel ou un tel. Et donc, voilà, vous pouvez aussi, dans le métier de la conception, évoluer vers ce qu'on appelle chef de projet, c'est-à-dire que là, vous allez coordonner, vous allez arbitrer entre des choses contradictoires, gérer le budget, etc. Premier métier. Les caractéristiques personnelles qu'il faut avoir pour exercer ce métier sont les mêmes, quel que soit le secteur d'activité ou la technologie. Vous voyez, il n'y a pas de différence. Les gens ont des CAO, les gens ont des problèmes de gestion de projet, ils ont des problèmes d'animation d'équipe, etc. C'est un métier donné. Deuxième type de métier, fabriquer, construire, qui n'a pas grand-chose à voir. Donc là, je suis responsable de la construction d'un pont. Comme vous l'avez vu dans le petit film, je coordonne 150 sous-traitants, je m'occupe de l'embauche des gens, je m'occupe des présences, je m'occupe des problèmes techniques, parce qu'on vient me voir, on me dit tiens, viens voir ici, il se passe ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors vous allez appeler des spécialistes, etc. Donc vous allez avoir un métier qui est plus à caractère managérial. Mais si je prends la fabrication automobile, qui est représentée en dessous, qui pourrait être une fabrication d'avions ou de machines à laver ou de téléviseurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que je vais animer une équipe de fabrication. Là, j'ai un contrat, je fabrique 1200 voitures jour, j'ai des robots, j'ai un contremaître qui s'occupe de mes robots, mais j'ai aussi des gens qui font de l'assemblage. Et je m'occupe du budget, de la sécurité. Et quand, vous voyez, ça paraît comme quelque chose de très différent de ce qu'on vient de voir précédemment dans le bâtiment. Mais en fait, ces deux ingénieurs-là sont des ingénieurs plutôt à caractère managériaux. Et si vous les mettez ensemble et si vous analysez leur goût et leur capacité, ils sont très proches l'un de l'autre, tout en étant dans des secteurs d'activité qui vous apparaissent, vous, comme totalement différents. Ces métiers-là sont très proches, comme les métiers de la conception étaient très proches. Mais quand je fais la différence entre concevoir et fabriquer, ce sont des métiers qui sont totalement différents. Alors vous allez me dire, on ne sort pas de la même école. Ah si, c'est les mêmes écoles. Il n'y a pas une école qui fait fabriquer, une école qui fait concevoir. Ce sont les mêmes écoles. Par contre, en termes d'individus, vous-même,
vous avez des goûts différents, des aspirations différentes et des talents différents. Et c'est un peu ça qui va faire les segmentations. Dans les bonnes entreprises et les grands groupes, en général, quand un ingénieur arrive, on cherche à savoir qui il est. Lui, il ne le sait pas forcément, mais on peut le tester sur plusieurs postes pour voir là où il s'exprime le mieux. Deuxième métier. Troisième métier, transporter, distribuer. Alors, transporter, par exemple, à travers des avions ou à travers des trains. Je rappelle que l'ENAC, École nationale de l'aviation civile, forme des pilotes et des contrôleurs aériens et que ce sont des ingénieurs qui sont dans notre association. Les trains, de la même façon, on pourrait dire le train, si on le voit de façon un peu simplée, le train, c'est des gens qui vendent des billets et des gens qui conduisent les trains. Vous vous rendez bien compte que vendre des billets, déjà, ça n'existe plus. Enfin, je veux dire, à 10 ans, ça n'existe plus. Et quant à conduire les trains, je pense qu'à 10 ans, ça n'existera plus non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura personne? Ah non, au contraire, il y aura pas mal de gens qui font fonctionner le système. L'autre aspect derrière transporter, distribuer, c'est l'aspect de la marchandise et de la matière. 100 milliards de ventes par Internet l'année dernière. Vous pouvez penser ce que ce sera dans 15 ans, et c'est ce qu'on appelle la logistique. Et donc, comment mettre à disposition, on dit aussi il y a bien trop de camions sur les routes, ce qui est totalement vrai, et donc comment mettre à disposition la matière. Donc, ce sont des problèmes d'ingénieurs. Vendre. Ah, vous allez me dire, vendre, c'est un problème d'ingénieur. Ben oui. Pourquoi? Pas pour vendre n'importe quoi, pas pour vendre tous les produits, ne nécessitent pas des ingénieurs pour vendre. Mais dans les problèmes techniques complexes, il faut d'abord comprendre le problème du client. Et le client, il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas totalement ce qu'il veut, parce que ce qu'il veut est interactif avec ce que l'on est capable de faire et avec la technologie. Donc, il y a quelqu'un qui doit faire le pont entre la compréhension du problème du client et la structuration d'une solution qui correspond à son besoin. Bien sûr que vendre, c'est avoir des capacités relationnelles, c'est avoir des capacités de négociation, c'est avoir des capacités de rédiger des contrats, c'est plein d'autres choses. Et vous voyez, là, on va aussi avoir des talents et des goûts. Tout le monde n'est pas capable d'être un bon vendeur, tout le monde n'est pas capable d'être un bon ingénieur de recherche et développement. Ça dépendra de vous et de vos capacités et de vos goûts. Maintenir. Alors, maintenir, c'est faire en sorte que les grands systèmes fonctionnent 24 heures sur 24, c'est ce qu'on appelle la haute disponibilité, sans risque, et avec ce qu'on appelle de la maintenance préventive. Ça veut dire que ça ne tombe pas en panne quand on est là, ça tombe en panne de façon cachée. Donc, il y a plein de choses à faire pour réparer sans que ça se voie, etc. Donc, c'est pareil, des ingénieurs s'occupent de ces fonctions-là. Et vous voyez que c'est différent des autres métiers. C'est pareil qu'on se fasse de la maintenance dans l'industrie pétrochimique ou qu'on fasse de la maintenance dans une centrale de production d'énergie. C'est très proche. Les gens, d'ailleurs, voilà, autre métier. Métier recyclé. Alors là, je crois qu'on n'a pas assez bien fait notre travail, nous-mêmes. La matière est une chose très précieuse, donc il faut faire en sorte de la réutiliser, mettre en place donc tous les procédés pour pouvoir la réutiliser, la séparer, etc. Mais derrière cette activité recyclée, qui est une activité noble, on peut mettre aussi déconstruire et démanteler. On a construit beaucoup de choses qui ne sont pas forcément adaptées au monde de demain. On doit à la fois les déconstruire en toute sécurité et réutiliser les matériaux, créer des filières nouvelles, etc. Donc recycler, c'est aussi une activité d'ingénieur. Former, se former. Alors, se former, on en a déjà parlé au début, c'est-à-dire que l'ingénieur, il va se former en permanence sur des nouvelles techniques, et puis vous voyez qu'il se formera aussi sur des choses qui sont adjointes à son métier. On parlait du vendeur, on apprend à négocier, mais on apprend à rédiger des contrats, on apprend dans chacun des métiers, vous aurez des choses à apprendre. Ok ? Former, c'est tout à fait autre chose. Former, il s'agit de former le client. Nous venons de vendre, par exemple, 50 TGV. Il va falloir former les gens à leur utilisation et à leur maintenance. Hein, normal.
La connaissance, elle est où? Eh bien, la connaissance, elle est dans le projet. Donc, il va falloir structurer la connaissance, la faire sortir du projet pour la mettre à disposition des différents utilisateurs. Travail d'architecture, travail de réalisation de cours et peut-être même réalisation de cours. Mais je dirais d'une façon plus large, former, c'est inventer les simulateurs qui vont servir. Si vous voulez entraîner les gens à vous servir du TGV, il va falloir faire des simulateurs, il va falloir faire de la doc en ligne, il va falloir faire plein de choses. Donc c'est un projet en lui-même. Et donc la formation est un projet. Et peut-être que dans votre carrière d'ingénieur, en fonction de vos qualités et de vos dons, ben, pendant une certaine partie, vous serez formateur ou en charge de la formation. Alors, nous allons regarder maintenant cette courbe de façon, cette boucle de façon un peu différente, avec un autre point de vue. Là, on a vu des métiers donc, qui étaient séparés. Concevoir, c'est mettre dans le produit les fonctions principales, ce pourquoi il est fait. Un produit, ça sert à quelque chose, mais un service, c'est pareil, ça sert à quelque chose, on met dedans les fonctions principales. Tout de suite après, il va falloir se poser la question, comment je le fabrique, dans quelle machine, avec quelle matière, à quel coût, dans quel pays. Et vous voyez bien que ces deux éléments sont interactifs. C'est-à-dire qu'en fonction des choses auxquelles j'aurais pensé pour la construction, pour la création du produit, eh bien, ça sera plus ou moins facile à fabriquer, plus ou moins avec telle matière, etc. Donc, on met en évidence là la nécessité d'un travail contradictoire d'équipe entre des équipes pluridisciplinaires pour trouver le bon compromis. Mais il faudra se poser la question de savoir comment je le transporte et comment je le distribue. Si je vais le fabriquer dans une usine, etc., comment je le mets à disposition du client, c'est peut-être pas facile. Vous voyez que certains problèmes sont majeurs au niveau du transport. Pensez aux fabricants de meubles qui est du nord de l'Europe. Eh bien, il a décidé que c'était le client qui mettait en œuvre le produit en le montant. Pourquoi? Parce que transporter une étagère, eh bien, il faut faire un habillage de l'étagère qui coûte plus cher que l'étagère elle-même, donc ça ne sert à rien, ça prend de la place dans les camions, etc. Donc, c'est pour illustrer, mais si vous faites du logiciel, le transport, c'est la mise à disposition à travers un serveur, ça revient au même, c'est du transport. Je veux dire que le métier de transport, il est à envisager dans tous les métiers. Vendre, vous voyez bien que l'attractivité du produit à la vente, ça n'a rien à voir avec les fonctions du produit. Les fonctions du produit, vous les avez quand vous l'avez acheté. Vendre, c'est autre chose. Il y a des aspects esthétiques, il y a de design, etc. Donc, il ne faut pas se préoccuper de la vente au moment où le commerçant vous dit « mais comment veux-tu que je vende ça? C'est impossible ». Donc, il faut s'en préoccuper au moment où on fait la conception. Maintenir, de la même façon, s'il faut dépanner le produit, comment on fait? Il faut démonter des pièces, il faut s'en occuper au moment de la conception. Recycler, c'est je dois séparer de la matière précieuse du reste, ou le reste je transforme en énergie, il faut le prévoir au niveau de la conception. Former, de la même façon, c'est pas au moment où mon logiciel est mal fait et où mon utilisateur clique 3 fois et que ça le met en colère qu'il faut y penser. Donc c'est pour vous montrer, et nous l'avons mis en gras et en important, le poids de la fonction conception. Concevoir, c'est gérer par anticipation tout le cycle de vie du produit. Alors là, je pars comme un livre, hein. C'est très difficile à faire. C'est ce qui fait la beauté du métier. C'est contradictoire. Tous les éléments, quand vous les prenez un par un, eh bien, c'est contradictoire. Donc, il faut trouver le bon compromis, et le bon compromis avec l'économie. Alors, en plus de toutes ces fonctions, l'ingénieur, on a dit, on revient dessus, mais il anime des équipes, hein. Donc, c'est entraîner les gens tous vers le même objectif. Et par ailleurs, il doit prendre en compte la maîtrise des impacts. Ben, l'ingénieur, il fait des choses. Il fait des choses où il fait prendre des risques, éventuellement aux utilisateurs. Il consomme de l'énergie, il consomme de la matière. Donc, il faut qu'il ait à cœur de prendre en compte, par anticipation aussi, tous les impacts qu'il peut générer sur la société, hein. Responsabilité sociétale des entreprises. Au final, il est au service des êtres humains. Il ne faut pas oublier ça. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec la technologie. La technologie peut avoir
normalement, elle est là censée nous aider, améliorer nos conditions de vie. Elle peut nous faire prendre des risques, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut intégrer des concepts d'éthique personnelle et d'éthique d'entreprise. Alors, ingénieur, où es-tu? Eh bien, il est un peu partout, hein. Il est dans les bureaux d'études, des laboratoires, des usines, des chantiers, en clientèle, et éventuellement dans des associations, dans la mesure où il y a des gens qui ne voient pas forcément leur avenir dans l'entreprise, mais qui le voient plus dans les associations. C'est un petit peu marginal, bien sûr, mais c'est tout à fait possible. Si on regarde dans quel type d'entreprise il est plutôt dans des grandes entreprises. Alors bien sûr, c'est une vision franco-française, mais 54% sont des entreprises à 5000 personnes. C'est simplement la logique. C'est pas un tropisme, c'est pas le goût, c'est le fait que quand on prend les systèmes de production d'énergie, les trains, les voitures, les avions, etc., c'est pas fait dans des petites entreprises, c'est fait dans des grosses entreprises. Donc, et c'est en général là où il y a pas mal d'ingénieurs. Je dirais qu'à l'autre extrémité de la courbe, on voit les très petites entreprises inférieures à 50, 12%, ça c'est bien développé. C'est ce qu'on appelle les startups. Pas que, mais il y a beaucoup de startups où il y a des ingénieurs, ils sont en nombre très faible. Nous avons en France une bonne dynamique de startups. Là où on a un peu plus de difficultés, c'est pour convertir nos startups en entreprises qui gagnent, c'est-à-dire qui quittent le statut de startup et qui deviennent des vraies entreprises performantes dans le monde, hein, même en Europe, ou même en France, en Europe et dans le monde. Donc, mais ce n'est pas forcément de la faute des gens qui sont là. Il y a d'autres critères socio-économiques sur le financement qui fait que notre pays n'est pas forcément le mieux placé dans ce sens-là. Alors, ingénieur, où es-tu? Si on regarde la répartition géographique, le seul point, et je vous en avais parlé au début, c'est que 15% des ingénieurs sont hors de France. Ce n'est pas des gens qui s'en vont, hein. C'est une photographie. Il y a quelques personnes qui quittent, mais c'est plus une photographie à un instant donné. Ça s'est beaucoup développé. C'était il y a une dizaine d'années plutôt 4%. C'est passé à 15%. Et je réitère le fait que c'est une excellente expérience d'aller voir ailleurs. Vous y apporterez votre compétence. Les ingénieurs français sont très bien reçus dans tous les autres pays du monde, et vous apprendrez beaucoup de choses. Alors, les secteurs porteurs, avec bien sûr la vision qu'on peut avoir. Donc, on en a cité 4. Hein. Donc, le numérique, c'est complètement transversal à toutes les activités. Le numérique, le digital, peu importe comment on l'appelle, c'est plus une technologie, même s'il y a énormément de variantes possibles. Hein. On a mis quelques éléments. Cloud computing, ça existe déjà, hein, mais ça peut se développer. C'est la capacité de se servir d'outils qui sont vides et où tout est servi. Big data modélisation, c'est aussi un secteur important. Nous laissons tous les jours beaucoup de données sur Internet. La modélisation de ces données nous permet de la compréhension d'un certain nombre de phénomènes. Il y a même des spécialités d'ingénieurs qui sont des gens qui font des modèles ou qui manipulent des modèles, qui sont des mathématiciens appliqués. Voilà, donc ce sont des choses qui se développent, même si l'Europe n'est pas forcément très moteur dans ce domaine. C'est dommage, mais ça existe. Après, on a l'Internet des objets, c'est la capacité de connecter sur Internet des capteurs et des actionneurs, des capteurs pour acquérir de la connaissance partout dans notre environnement, la 5G étant un des supports de cet Internet des objets. Vous avez l'intelligence artificielle, la robotique, etc. Donc, ce sont des choses qui existent, mais qui vont dans tous les secteurs se développer. À nous de faire en sorte qu'on utilise bien ces technologies pour qu'elles soient toujours à notre service et au service de la société, au service du plus grand nombre. Donc, secteur en développement, très fort développement. Un autre point qui nous paraît très important, avec deux aspects, je dirais, il y a l'aspect l'énergie. Alors, l'énergie, il faut toujours considérer les deux choses, c'est-à-dire ne pas consommer d'énergie. Donc, l'ingénieur, il a en charge à chaque fois qu'il crée quelque chose de nouveau, d'être très économe en énergie,
hein, et puis de sélectionner les énergies qui sont les plus adéquates. La deuxième question, qui est une question chère, qu'on vous laisse, les jeunes, c'est quelles sont les énergies du futur, et l'énergie de demain, comment stocker l'énergie, et comment trouver de l'énergie renouvelable, autre que les éoliennes et le photovoltaïque, ça c'était pour hier. Donc, parce que ce sont des énergies qui ne sont pas très écologiques et qui utilisent des terres rares, qui produisent pas tout le temps, qui polluent quand même le paysage, etc. Donc, c'est bien de s'en servir de façon voilà, adéquate, mais il faut quand même travailler sur ce qu'on est capable de faire dans le futur. Et puis, il y a l'environnement avec tous les développements des technologies qu'on peut mettre au service d'un économie plus durable et d'un environnement plus propre. Alors, la santé, c'est pas une vision opportuniste, parce qu'on pourrait dire, tiens, il parle de la santé, c'est vrai, après un an de pandémie, ça fait plusieurs années que nous faisons cette conférence, et la santé nous a paru toujours quelque chose de très important. Alors, il faut être très clair, les opérateurs de la santé, c'est les médecins, les chirurgiens et les infirmières et tout le personnel soignant. C'est pas de ça dont on parle. On parle des outils qu'on va mettre à leur disposition, qui sont déjà à leur disposition. Hein, quand vous parlez de l'échographie, du PET scan, de l'IRM, c'est pas les professionnels de santé qui font ces produits-là. Mais un respirateur, c'est pas le professionnel de santé qui le fait. Mais tous les moyens de mesure, c'est pas le professionnel de santé. Mais les biotechnologies médicales dont on profite aujourd'hui avec les vaccins, ce ne sont pas les professionnels de santé. Donc, puis j'arrête dans le vaccin, il y a la biotechnologie médicale et puis il y a la production de masse qui est tout à fait un système d'embouteillage, qui est un système d'ingénieurs, et que toute la logistique qui normalement est derrière, ce sont des ingénieurs et des métiers d'ingénieurs. Donc vous voyez que dans le futur, on voit l'augmentation de la technologie au service de la robotique, au service des chirurgiens, mais aussi l'intelligence artificielle au service des radiologues. Un radiologue aujourd'hui parle de son expérience, il a vu des milliers de clients. Mais l'intelligence artificielle devrait lui permettre d'avoir vu des centaines de milliers de clients et donc devenir plus performant. Et le dernier point qui nous paraît important, parce que ce sont des valeurs de base, la santé c'est une valeur de base pour l'homme, l'énergie aussi, et ça le transport et la logistique. Donc ça c'est quels sont les outils de mobilité de demain, les outils de mobilité doux dans les villes, coordonnés. Aujourd'hui, on a des choses qui viennent de l'histoire, qu'il faut tout à fait utiliser. Hein. On a des voitures, des vélos, etc. Mais la mobilité de la ville de demain, c'est quoi ? Et comment on se déplace et comment on distribue la matière entre nous et les produits entre nous. Donc, il y a du travail, même beaucoup de travail. Alors, comment devient-on ingénieur diplômé ? Eh bien, il y a plusieurs filières possibles. Alors, bien sûr que là, on va s'adresser aux gens qui font de l'apprentissage, hein, mais il y a plusieurs filières possibles. Je les résume quand même pour avoir ça en tête. Il y a les classes préparatoires dans les lycées, hein, classes préparatoires aux grandes écoles, 2 ans qui se passent dans des lycées. On fait beaucoup de mathématiques et de physique, et puis après, on passe un concours et on rentre dans l'école qu'on a pu avoir grâce au concours. Il y a le même type de process, mais dans des écoles qui s'appellent post-bac. Donc, le cycle de préparatoire a été intégré. L'école possède aussi plusieurs segments d'activité, parce que quand on rentre dans l'école, on ne sait pas souvent ce qu'on va faire. C'est à peu près la même chose que l'autre, sauf qu'à la place du concours, il y a un contrôle continu. Alors, vous intéressez à l'apprentissage. Donc, on peut devenir ingénieur en étant apprenti par un cycle d'apprentissage. Pour ça, il faut avoir passé avant un BTS ou un DUT. Donc ça, c'est 2 ans après le bac. Et après quoi, bien sûr, avec ce BTS et le DUT, on a la possibilité d'intégrer des écoles d'ingénieurs, c'est possible. Mais on peut aussi faire une formation d'ingénieur en partenariat, par apprentissage ou en alternance. 3 mots pour dire la même chose. Dans ce cas-là, comment ça se passe ? Eh bien, après avoir eu son BTS, son DUT, on rentre dans une entreprise. Là, d'abord, on a un diplôme qui est reconnu sur le marché du travail.
on rentre dans une entreprise et l'entreprise passe un contrat avec une école du premier type ici ou une école du second type. Les deux pratiquent l'apprentissage. Et donc là, vous allez passer votre 3 ans en étant moitié du temps à l'école, moitié du temps en tant qu'apprenti dans l'entreprise. Donc, vous allez me dire, vous allez moins travailler que les gens qui sont dans l'école. Alors, en heures scolaires, un peu moins. En termes de travail global, vous travaillerez plus parce que vous n'aurez pas les vacances scolaires, vous aurez les vacances de l'entreprise. Et puis, il y a un certain nombre de disciplines que vous allez apprendre dans l'entreprise de façon tout à fait valable. Parce que quand on vous apprend la gestion d'un projet à l'école, bon, il y a quelques notions théoriques à apprendre, mais après, le vivre, c'est tout à fait valable. Il ne faut pas oublier que dans les écoles d'ingénieurs, il y a aussi un stage de 4 ou de 6 mois qui est inclus. Donc vous, forcément, vous déroulez votre stage durant les 3 ans à raison d'un mi-temps à chaque fois. Une fois ces 3 ans faits, eh bien, vous aurez le diplôme de l'école d'ingénieur, comme si vous avez fait votre cursus scolaire complètement dans l'école. Donc c'est une formation qui est tout à fait bien, qui est tout à fait reconnue, et qui est en plein développement. Voilà. Alors bien sûr, on peut devenir ingénieur en rentrant à l'université et en passant une licence L1, L2, L3, et puis après en intégrant une école d'ingénieur. Quand on a un diplôme de master, enfin bien sûr que ce n'est pas tellement votre préoccupation, mais c'est quand même pour information, c'est un bac plus 5, on n'est pas ingénieur diplômé. On a l'équivalence, mais on n'est pas ingénieur diplômé. Une des différences, je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est qu'un ingénieur, c'est quelqu'un qui est appuyé sur 2 pieds, un pied technique et technologique, dans une discipline donnée, informatique si on veut, et par contre, l'université, il n'y a que cet élément-là, mais il n'y a pas les éléments économiques et que nous avons vus précédemment. Alors, en synthèse, il te faudra être curieux, créatif et rigoureux, dynamique et tenace, on a parlé de ces éléments-là, ça c'est vos caractéristiques personnelles, avoir l'esprit d'équipe, une bonne capacité d'analyse et de synthèse, la synthèse est le plus important, maîtriser les techniques de communication, parce qu'il faudra communiquer avec vos clients, avec vos pairs, avec votre équipe, etc. Maîtriser l'anglais. Alors l'anglais, je regrette de dire que ce n'est pas une langue étrangère, c'est l'outil minimum de communication dans le monde. Dans toutes les écoles, il y a le TOEIC, qui est le test d'anglais international, avec un niveau 800, c'est l'équivalent d'une hôtesse de l'air, et ça c'est obligatoire. Bon, alors ça s'apprend, il faut faire des stages, il faut faire des expériences que vous voulez, mais vous vous rendez bien compte qu'on ne fait pas un produit pour les gens qui sont autour de nous. On fait un produit, même si vous faites un produit pour l'Europe, il va falloir discuter avec des Italiens, des Espagnols, des Suédois, et donc minimum l'anglais. Il faut être capable d'intelligence collective et émotionnelle. L'aspect humain est important et je pense deviendra de plus en plus important. Capable de prendre en compte les conséquences des innovations, on en a parlé tout à l'heure, on ne fait pas n'importe quoi avec la technologie, et capable, apte à écouter, à gérer un conflit. Pourquoi? Parce que dans une équipe, ça arrive des conflits. Il faut être capable d'entendre et d'écouter, avec une écoute positive. Apte à manager, à faire évoluer les compétences. Pourquoi? Parce que les choses changent. Et donc, il faut être capable de placer les gens au bon endroit, là où ils s'éclatent. Donc, vous voyez, on fait des enquêtes qui portent sur 55 000 personnes par an, en effet, et le résultat à droite, ce sont les résultats de nos enquêtes annuelles. On voit 80% des gens qui sont satisfaits ou très satisfaits de leur métier. Donc, c'est bien. Il y en a que 7% qui sont pas bien, qui sont très insatisfaits ou insatisfaits. Donc c'est un métier dans lequel on est heureux. Donc et nous qui sommes retraités, on en parle avec beaucoup de plaisir. C'est pas le problème. Donc après, accès facile à l'emploi. Alors des choses très concrètes. Alors d'abord,
on voit 50% trouver leur premier emploi avant la sortie de l'école. C'est encore plus vrai au niveau des apprentis. Parce qu'au niveau des apprentis, vous êtes dans une société qui a admis de faire un contrat avec vous sur 3 ans. La probabilité que vous soyez embauché dans cette société-là est très, très, très forte. Forcément, elle vous connaît, elle vous a vu œuvrer, etc. Pourquoi c'est 50% ? Ben c'est parce que quand on embauche quelqu'un avec un curriculum vitae, on ne se rend pas compte, on le voit 1 heure, 2 heures, on ne sait pas qui il est. Quand on a vu quelqu'un 4 mois ou 6 mois, et si on l'a vu 3 ans, c'est encore mieux, eh bien, on est sûr, on ne fait pas d'erreur. Donc, c'est facile de trouver un emploi, on est embauché. 78% ont trouvé en moins de 2 mois. Alors, il n'y a pas de chômage, il y a 3,4% de chômeurs. C'est peu. Et quand on regarde la courbe, qui est une courbe en baignoire, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de chômeurs pour les jeunes et un peu plus de chômeurs pour les vieux, quand on voit le plateau de la baignoire, le plateau de la baignoire est à 2,4%. Donc, alors, ce sont certes des stacks de 2019. Notre enquête, c'est l'enquête 2020, elle porte sur 2019. C'est vrai qu'en 2020 et en 2021, il y aura des choses qui sont différentes, mais il ne faut pas voir les années indépendamment, il faut voir la tendance et le comportement global. Nous relèverons sans problème de la situation actuelle. Alors, si je regarde les salaires maintenant, débutant, c'est 2200 € net par mois. Ça, il s'agit de la médiane, donc il y a autant de cas devant que de cas derrière. C'est une courbe en cloche. Là, c'est relativement resserré. Ça dépend de 2 critères, c'est facile à comprendre. Ça comprend du secteur d'activité. Alors, le moins payé, c'est l'agroalimentaire, le plus payé, c'est le pétrole. D'ailleurs, quand on analyse ça sur le plan sociologique, c'est totalement anormal. Le pétrole, c'est pas très bien sur le plan écologique. Et par contre, l'agroalimentaire, c'est ce qui nous permet de nous nourrir. Donc, vous voyez, on a une divergence là qui est sur le plan sociologique remarquable. Et il y a un autre critère qui différencie, c'est la notoriété de l'école. Bah, c'est pas vous, parce que vous, on vous connaît pas. Donc, quand on vous embauche, on applique à vous la notoriété de l'école. Et des fois, on se trompe complètement. Donc, après, en mi-carrière, c'est 4 500 € net par mois, toujours la médiane, et en fin de carrière, 7 000 € net par mois. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au fur et à mesure que la carrière évolue, le poids de l'école a disparu. C'est votre expérience, c'est les opportunités que vous aurez pu avoir, c'est vos talents, d'une façon générale. OK ? Donc, voilà. Bon, nous sommes... merci de votre écoute. Et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions, si nous avons des questions. Alors, première question. Bonjour, on entend souvent parler des consultants et des cabinets de consultants. Y a-t-il une différence entre un ingénieur et un consultant? Alors, un ingénieur, c'est un titre. Le métier de consultant, c'est un métier et c'est une fonction. Donc, que je n'ai pas décrite, que nous n'avons pas décrite dans notre boucle. Un consultant, c'est un spécialiste d'un domaine. Donc, il peut être consultant dans ce qu'on veut. Il peut être consultant si c'est quelqu'un qui a fait de la recherche et du développement. Il peut être consultant en recherche de développement. Si c'est quelqu'un qui a fait de la fabrication, il peut être consultant en fabrication. Il peut être consultant en logistique. Il peut être consultant en maintenance. Un consultant, c'est quelqu'un qui a acquis un métier, en général. Donc, il a fait une école. Il a appris un métier en le faisant 10 ans, 15 ans, et il va revendre cette compétence-là à des sociétés qui ne peuvent pas se permettre d'acheter quelqu'un, vous voyez, d'acheter un spécialiste. Donc, voilà. Donc, alors, il y a des consultants qui sont des consultants et qui ne sont pas ingénieurs. Hein. Consultant, c'est le fait qu'on mette au service d'une entreprise une compétence. Donc, on peut avoir des consultants en commerce, on peut avoir des consultants en justice, en juridique, des consultants dans tous les domaines, en stratégie, en tout ce qu'on veut. Mais par contre, il y a des ingénieurs qui peuvent être consultants. Oui. Est-ce qu'il, aujourd'hui, alors, attends, des secteurs qui recrutent particulièrement en France
et dans notre région en particulier comme ingénieur. Alors, je ne souhaite pas partir à l'étranger. D'abord, il faut se poser des questions, pourquoi on veut rester dans sa région? Ce n'est pas forcément une bonne chose. Maintenant, vous pouvez y rester, hein, je ne vous interdis pas d'y rester, mais c'est bien d'aller voir quelque chose d'autre. Parce qu'on a tous des tropismes, c'est-à-dire qu'on est enfermé dans une culture française, européenne, mondiale, mais on est enfermé dans une culture locale. Et si on veut voir cette culture locale, si on veut voir ce qu'elle nous donne de positif ou de négatif, il faut en sortir, quitte après à revenir. On ne se voit pas quand on est dans un milieu. Pour voir le milieu, impérativement, il faut en sortir. Donc, c'est un conseil. Maintenant, on peut ne pas... Alors, il n'y a pas de problème d'embauche d'ingénieur. Il n'y a pas de difficulté. Maintenant, si vous dites, je ne veux pas quitter près de chez moi, je veux travailler dans la société qui est à côté et que j'ai une vision très fermée des choses, ben, ça sera plus difficile. Et votre progression derrière sera plus difficile aussi. Je ne sais pas si on a répondu. Hein. Alors, je ne sais pas quoi choisir entre concevoir... Il y a l'autre au-dessus encore. Ah, pardon. Bonjour. Vous n'êtes pas un centre de formation ou une école d'ingénieurs. Est-ce que vous pouvez aider les étudiants à trouver une entreprise et à faire une formation d'ingénieur en alternance? Malheureusement pas. Enfin, on le fait au cas par cas. Mais je ne sais pas, toi qui as piloté des alternants. Alors, en général, dans les entreprises et dans les écoles d'ingénieurs, il y a souvent maintenant des forums qui permettent aux étudiants de rencontrer les entreprises et de trouver les stages et les formations ou en alternance. Donc, c'est plutôt par l'école d'ingénieurs dans laquelle vous serez que vous aurez accès à ce type d'informations. Nous, on est retraités et en général, nos contacts ne sont plus directs avec les entreprises, ils sont plutôt indirects. Voilà, c'est bien répondu. Voilà. Alors, je ne sais pas quoi choisir entre concevoir et choisir. Avons-nous une approche des deux métiers pendant la formation? Oui, bien sûr qu'il y a une approche des deux métiers, mais la formation, elle est un petit peu plus calée sur le concevoir, parce qu'il y a un aspect un peu plus théorique, etc. Le métier de construire ou de fabriquer, etc., c'est un métier qu'on acquiert plutôt après, avec des dispositions plutôt à caractère managérial. Et l'intérêt qu'on peut y avoir, à être responsable, voilà. Mais bien sûr qu'à la formation, il y a la formation et il y a le stage. Le stage, c'est des fois ça qui vous éclaire, parce que vous pouvez être amené à faire un stage, je dirais, en conception, ou faire un stage en production, et peut-être que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées pour la suite. Voilà, donc pardon, concevoir et construire. Alors, concevoir et construire, c'est des métiers différents. Alors, forcément, quand on bricole, on fait tout soi-même. On conçoit, on invente, on prend ses mains, on fait et on sort le produit. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Parce que là, c'est un bricolage, ça s'appelle ça. Derrière, normalement, il faut produire. Produire, c'est des moyens. Produire, c'est des quantités. Produire, c'est des achats de la matière. On n'a pas parlé de l'achat non plus. Mais vous pouvez être aussi acheteur. Être en relation avec les fournisseurs. Une entreprise, elle ne fait pas tout. Elle achète des choses. Elle est située. J'ai fait un petit peu court sur ma présentation, mais il y a toute une matière où on montre comment l'entreprise, elle achète, elle construit et elle vend. Mais donc, elle achète plein de choses. Et pour acheter, ben, il faut des compétences techniques. On peut être acheteur aussi. Doit-on passer par une prépa avant d'intégrer une école d'ingénieur? Donc là, on a vu un petit peu que donc on peut passer par une préparation, par une formation de 2 ans, soit dans une école d'ingénieur, soit dans les classes préparatoires, dans les lycées. Mais il y a aussi la possibilité de passer par les IUT ou par les BTS. Alors, sachant que cette année, les DUT vont passer en BUT, donc Bachelor Universitaire Technologie, en 3 ans.
Donc l'année prochaine. Hein. Oui, pour septembre. Oui, mais à la rentrée. À la rentrée, oui. Mais ceux qui s'inscrivent à Parcoursup maintenant, le DUT sera en 3 ans. Donc, voilà, ou passer par l'université. Mais si vous avez un BTS et un UT, vous pouvez rentrer dans une école d'ingénieur aussi. Par contre, il faudra être parmi les meilleurs. C'est pas... Alors, peut-on faire un stage à l'étranger pendant sa formation? Alors, je pense qu'il y a beaucoup, je me demande si ce n'est pas obligatoire. Donc, je pense maintenant toutes les écoles envoient une certaine partie du temps à l'étranger. C'est obligatoire, tout simplement parce qu'on se rend compte que on n'est pas en train de dire, il ne faudrait pas interpréter ce qu'on dit comme disant qu'à l'étranger, c'est mieux. Non. Peut-être que c'est moins bien. Comment on se rend compte que c'est moins bien? En y allant. Donc, je ne veux pas donner de jugement de valeur. Ce n'est pas mieux et moins bien, c'est différent. C'est différent, vous verriez comment... moi, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé avec des Allemands, etc. Ils n'approchent pas les problèmes de la même façon. Donc, et il y en a un qui est bien et l'autre qui n'est pas bien. Non, non, non. Et pour avoir cette ouverture, faut y être allé. Tous les métiers devraient faire ça. Tous. Il n'y a pas que les métiers d'ingénieur, mais tous les métiers qui sont au moins confrontés à la concurrence mondiale. Alors, il y a des métiers qui ne sont pas confrontés à la concurrence mondiale. Mais il faut voir comment les autres font. Donc après, il y avait... Super, votre présentation, c'est plus clair maintenant. Merci beaucoup. Merci. Alors après, bonjour, je suis arrivé un peu en retard sur la vidéo. Est-elle rediffusée plus tard? Oui. Alors là, il faudrait que quelqu'un de... Il faut que... comment il s'appelle? Frédéric nous le dise. On ne sait pas. Elle sera rajoutée en ligne dans quelques jours. Enfin, voilà, demain, normalement, c'est bon, elle sera disponible en ligne. Très bien, très bien. Alors, quel est le coût de la formation? Alors, la plupart des écoles d'ingénieurs, moi je dirais 80%, sont des écoles publiques, avec des coûts d'inscription. Il n'y a pas de coût de la formation. C'est 160 € par an, je crois. Oui, alors ça peut être un peu différent. Voilà, c'est un coût qui est fixe pour toutes les écoles publiques, qui est de l'ordre moins de 200 € par an, par année d'inscription. Alors que le coût de l'école d'ingénieur, c'est plus de 10 000 €, la réalité, donc qui est fournie réellement, qui est payée par l'État, par l'université. Oui, la formation d'ingénieur, c'est assez cher parce que ça demande des moyens. Il y a toujours des outils, des moyens techniques, des labos, etc. Donc, c'est normal que ce soit cher. Donc, ce n'est pas les profs qui coûtent cher, c'est le matériel. Et donc, après ça, si c'est une école privée, ça dépend de l'école elle-même. Mais on a beaucoup d'écoles publiques qui sont très bonnes. C'est la très grande majorité. Voilà, il faut Bon, et si vous travaillez en alternance, donc le coût est le même vis-à-vis de l'école, mais vous êtes payé par l'entreprise pendant les 3 ans. Alors ça dépend de l'entreprise, par un petit salaire, mais vous êtes payé. Bon. Ok, je pense que... Je sais pas, d'autres questions? On n'en voit pas d'autres. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'après, votre présentation est, comme l'a évoqué un des participants, effectivement, votre présentation amène un éclaircissement fort sur le métier. Donc, voilà. C'est notre objectif. Mais voilà, donc merci beaucoup. Merci à tous alors. Et on va arrêter le direct. Et au revoir. Au revoir. Très bonne journée. Ah, il y avait une autre question. Oui. Le diplôme est-il reconnu? Alors, le diplôme, il y a 2 niveaux de reconnaissance. Il y a un diplôme, il y a une reconnaissance française, ça s'appelle la CTI, Commission du titre d'ingénieur. Donc, toutes les écoles sont certifiées par cet organisme. Mais bien sûr que les diplômes sont reconnus au niveau européen et au niveau mondial. Aucune difficulté, vous comparez la formation d'un ingénieur français et même d'un ingénieur américain, l'ingénieur français est meilleur. Après, quand on regarde au niveau des sociétés, on peut avoir une vision différente, mais c'est lié à d'autres éléments.
Donc, n'ayez pas peur, le diplôme, il est reconnu et il n'y a aucune difficulté à aller ailleurs. Aucune. Peut-être même qu'on vous demande. Donc, ce n'est pas le problème. Voilà, merci, au revoir à tous. Au revoir à tous.